Schopenhauer n'est pas le dernier philosophe classique, comme on l'a souvent dit, là aussi c'est une erreur. Schopenhauer est le premier philosophe contemporain. Il inaugure ce que Ricoeur appellera les philosophies du soupçon, ce que Nietzsche appellera la généalogie. Pendant les premières années de sa formation philosophique, Nietzsche est un disciple tout à fait parfait de Schopenhauer, notamment dans son premier livre, La naissance de la tragédie. Et donc Schopenhauer va être l'inventeur de ce qu'on va appeler encore une fois les philosophies du soupçon et ce que Nietzsche appellera la généalogie. Il est le premier théoricien de l'inconscient au sens moderne du terme. D'ailleurs Freud empruntera énormément d'idées à Schopenhauer et il ouvre donc la grande période contemporaine, la période de la déconstruction, la période de la critique des illusions, la période de la généalogie. Qu'est-ce que c'est que la généalogie? Je voudrais vous en dire quelques mots. Alors je commence par Nietzsche parce que de ce point de vue-là, Nietzsche est vraiment dans le sillage de Schopenhauer. Il y a un petit texte de Nietzsche qui vous permet de comprendre exactement ce que c'est que la généalogie au plus profond. Il faut que je m'y arrête un peu parce que c'est évidemment un point très important. Vous retrouverez d'une certaine manière toutes ces idées dans la philosophie contemporaine, chez Marx, chez Freud, et pas simplement chez Nietzsche et Schopenhauer, même si de manière évidemment différente. La généalogie, c'est l'idée que la conscience claire, c'est quelque chose qui ressemble au sommet de l'iceberg, mais la vérité est en dessous. La vérité, c'est la face cachée de l'iceberg, la vérité, c'est l'inconscient, et que l'inconscient est déterminant par rapport à la conscience. Que la conscience n'est qu'une mince pellicule, superficielle à proprement parler, et que le généalogiste c'est celui qui découvre ce que Nietzsche appellera les arrière-mondes, ce que Freud appellera l'inconscient, ce que Marx appellera l'économie, mais on a affaire à une structure généalogique commune. Il s'agit de rendre compte du visible à partir de l'invisible, il s'agit de rendre compte du conscient à partir de l'inconscient, il s'agit de rendre compte de ce qui est manifeste et évident à partir de ce qui est caché. Nietzsche développe cette idée à maintes reprises, il la développe à peu près partout dans son œuvre, mais il y a un petit texte qui est particulièrement significatif sur ce qu'est la généalogie. Et vous verrez dans un instant qu'il y a deux types de généalogie. Il faut bien comprendre ça pour comprendre l'essentiel de la philosophie contemporaine et de son point de départ. Paragraphe 289 du Gai Savoir, non pardon, de Par de là le bien et le mal. Le Gai Savoir, c'est un autre paragraphe qui redit la même chose, s'appelle Notre Nouvel Infini, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc paragraphe 289 de Par de là le bien et le mal, Nietzsche explique que derrière toute opinion, derrière tout ce qui est visible, il y a toujours un invisible, il y a toujours un fond. Et puis derrière ce fond, il y a encore un fond. Et puis derrière ce fond, il y a encore un autre fond. Il y a toujours un arrière-fond. Et on ne s'arrête jamais d'une certaine manière. Il y a des arrière-mondes à l'infini. Il n'y a pas de fondation ultime. Il y a toujours un fond sous tous les fondements possibles et imaginables. Il y a toujours un inconscient caché derrière tous les inconscients possibles et imaginables. Et c'est une fuite à l'infini, de telle sorte qu'on ne saisit jamais un fondement premier, on ne saisit jamais une cause première. Je vous lis le texte. Le solitaire s'est traduit bêtement par l'ermite. L'ermite, il y a une connotation religieuse, c'est pas l'ermite, c'est le solitaire. D'ailleurs, Schoenberg reprendra cette idée que l'artiste ou le penseur d'avant-garde est forcément un solitaire. Pourquoi le penseur d'avant-garde est-il forcément un solitaire? Parce qu'il est en avance sur son temps, il est en avance sur la foule, il est en avance sur la masse, donc il est forcément tout seul. Donc le solitaire ne croit pas qu'un philosophe, à supposer que tout philosophe ait d'abord été un solitaire, eh bien le solitaire ne croit pas. Le solitaire, il parle de lui-même évidemment, hein, c'est le philosophe qui est en avant sur son temps. Hein. Le solitaire donc ne croit pas qu'un philosophe ait jamais exprimé des opinions véritables et ultimes dans ses livres. N'écrit-on pas des livres au contraire précisément pour cacher ce que l'on porte en soi? Il doutera même, ce solitaire, qu'un philosophe puisse avoir de manière générale des opinions ultimes et véritables. Il n'y a pas d'opinion ultime et véritable, parce que derrière toute opinion, il y a encore un arrière-monde, il y a encore un inconscient. Derrière toute expression d'une idée, il y a un inconscient qui est caché. Et le généalogiste, c'est celui qui fait apparaître cet inconscient caché, qui explique le sens de l'opinion claire, le sens de la conscience. Donc je continue le texte. Donc il doutera même qu'un philosophe puisse avoir de manière générale des opinions ultimes et véritables, qu'il y ait de toute nécessité en lui, derrière toute caverne, une autre caverne plus profonde, un monde plus vaste, plus étranger, plus riche par-delà une surface, un arrière-fond d'abîme, derrière tout fond, derrière toute fondation, entre guillemets, parce qu'il ne croit pas à l'idée de fondation. Toute philosophie est une philosophie de surface, c'est là un jugement du solitaire. Il n'y a
il y a de l'arbitraire dans le fait qu'il se soit arrêté ici et regardé en arrière et alentour, qu'il n'ait pas creusé plus profondément ici, qu'il ait remisé sa bêche. Il y a aussi de la méfiance là-dedans. Toute philosophie cache une autre philosophie, toute opinion est aussi une cachette, toute parole est aussi un masque. Et derrière ce masque, il y a toujours un autre masque, et ainsi de suite à l'infini. Qu'est-ce que signifie cette idée de la généalogie qu'on va expliquer le conscient par l'inconscient? Ça, c'est la définition minimaliste de la généalogie, ça va de soi. On va expliquer les opinions claires par ce que Dostoïevski appelait les souterrains. Nietzsche a lu Dostoïevski, il est très marqué par les textes de Dostoïevski, et notamment par le texte qui s'intitule Les souterrains. Mais c'est pas simplement ça, la généalogie nietzschéenne, et là, il s'inspire tout à fait de Schopenhauer, je vous montrerai pourquoi et comment tout à l'heure. L'idée, c'est que c'est ce qu'exprime le paragraphe du Gai Savoir qui s'appelle Notre Nouvelle Infinie. L'idée, c'est que toute interprétation est elle-même réinterprétable. Par exemple, quand un psychanalyste, prenons cet exemple-là, qui est lui aussi un généalogiste au sens de Nietzsche, puisque le psychanalyste essaye d'interpréter le discours conscient, les symptômes visibles, à partir de quelque chose qui est caché, il essaye de dévoiler ce qui est derrière, eh bien, l'interprétation qu'un psychanalyste peut donner de tel ou tel symptôme, de tel ou tel discours conscient, cette interprétation, elle est elle-même un masque de l'inconscient du psychanalyste. Elle n'est pas pure, cette interprétation, elle n'est pas une fondation ultime, elle n'est pas une vérité ultime. Derrière l'interprétation que propose l'analyste, le psychanalyste, le généalogiste freudien, eh bien, il y a son inconscient à lui qui parle. Et donc, l'interprétation du psychanalyste n'est pas une vérité absolue. C'est une interprétation elle-même interprétable par un autre psychanalyste qui lui-même pourra à nouveau être interprétable. Et c'est ça que Nietzsche appelle notre nouvelle infinie. C'est-à-dire l'idée que toute interprétation peut être interprétable par une autre interprétation qui est elle-même interprétable, etc., etc. Parce qu'il y a toujours un inconscient caché derrière, il y a toujours une cachette. Ce qui fait qu'il n'y a jamais de vérité ultime. Lacan dira la même chose d'une formule, il n'y a pas de métalangage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de langage qui échappe à la détermination par un inconscient. Donc il n'y a pas de langage qui sortirait en quelque sorte de l'expression d'une face cachée, d'un inconscient, d'un invisible. Derrière tout visible, dira Merleau-Ponty, c'est la même idée, il y a de l'invisible, et ainsi de suite à l'infini. C'est ce que Husserl appellera aussi Abschattung, les horizons. Derrière tout horizon, c'est comme quand on navigue, on voit l'horizon, mais l'horizon recule toujours. On n'arrive jamais à une espèce de mur, à un horizon ultime, si je puis dire. Il y a toujours un horizon derrière l'horizon. C'est toujours la même idée. Et vous aurez deux types de généalogie. Vous aurez chez Schopenhauer et Nietzsche, et à certains égards chez Freud, en tout cas on peut l'interpréter comme ça, vous aurez une généalogie infinie, c'est-à-dire une interprétation d'interprétation à l'infini. C'est ce qui faisait dire à Nietzsche, c'est peut-être la phrase la plus importante de toute la philosophie de Nietzsche. Il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Et puis, donc, c'est l'idée que le généalogiste n'est pas un scientifique qui détiendrait une vérité ultime à partir de laquelle il pourrait dire « Attendez, moi, mon interprétation à moi, c'est la vérité, elle n'est pas interprétable. C'est la vérité, personne ne peut l'interpréter, il n'y a rien derrière. » Donc, on ne peut pas faire ça, l'interprétation est toujours interprétable, c'est le nouvel infini, il n'y a pas de métalangage, c'est la même idée. Et puis, vous avez au contraire des généalogistes comme Marx, qui lui aussi essayent d'interpréter ce que Marx appelle l'idéologie, c'est-à-dire les discours faux, les discours à la fois faux, à la fois partiaux et partiels. Eh bien, Marx, lui, prétend qu'il détient une science des idéologies, une science de l'histoire, qui lui permet, de donner une interprétation vraie qui n'est pas elle-même à nouveau interprétable. Et donc, on a des généalogies scientifiques qui s'arrêtent, si vous voulez, au niveau de la vérité, qui prétendent parvenir à une fondation ultime, à une vérité ultime, qui n'est plus elle-même interprétable comme l'est l'idéologie, comme l'est le symptôme névrotique, ou comme l'est l'illusion. Et donc, la généalogie marxienne est une généalogie qui s'arrête grâce au discours scientifique, en tout cas c'est la prétention de Marx, alors que chez Nietzsche et chez Schopenhauer, on va ouvrir encore une fois cette infinité des interprétations qui fait qu'on va assister à une critique radicale de la vérité. Avec pour conséquence une idée qui fondera dans un premier temps un certain pessimisme chez Schopenhauer, il y a évidemment quand même une vérité dans le fait qu'il y a un moment pessimiste chez lui, ça va de soi,
mais c'est l'idée que comme il n'y a pas de vérité ultime, comme il n'y a pas de fondation ultime, le monde est absurde, l'existence est absurde. Je vais vous montrer pourquoi, parce que l'argumentation de Schopenhauer est extrêmement puissante. Elle est paradoxalement très rationaliste. C'est de manière entièrement rationaliste que Schopenhauer va essayer de montrer, à mon avis, il va y arriver, que l'existence humaine est absurde et que le monde est absurde. Et vous allez voir que cette argumentation est très forte. Elle est très simple, mais elle est extrêmement puissante, et je crois qu'elle est assez vraie pour le coup, paradoxalement. En 1819, il publie son grand livre, qui est vraiment son chef-d'œuvre, c'est son livre, les autres ne sont que des appendices ou des épigones par rapport à ce livre-là, 1819, donc le livre s'appelle « Du monde comme volonté et représentation », du monde comme volonté et comme représentation. L'idée est la suivante, c'est qu'il y a le monde, le réel, c'est une ontologie, une définition du réel. Le réel possède deux grandes sphères. D'un côté, la représentation. La représentation, c'est quoi? C'est la surface, c'est le sommet de l'iceberg. C'est donc ce qui est superficiel à proprement parler, et donc illusoire, évidemment. Et puis, comme dans un vrai iceberg, eh bien, il y a la partie cachée, et ça, c'est ce qu'il appelle le vouloir. Alors, volonté, il vaut mieux traduire par vouloir, parce que volonté, on a l'idée d'une volonté consciente, intentionnelle. Je veux ceci, je veux cela. Non, il s'agit d'une force qui éventuellement est aveugle. Schopenhauer ne fait pas de différence entre vouloir et volonté, entre une force aveugle et une force intentionnelle et consciente. Donc il y a deux étages dans le monde, il y a deux étages dans le réel. Il y a l'étage superficiel, la fine couche consciente, qui est l'étage de la représentation, le monde de l'illusion, le monde de la clarté illusoire. Et puis en dessous, il y a cet immense réservoir, qui est le réservoir du vouloir, qui est le réservoir de l'inconscient, d'une certaine manière. Et cet immense réservoir est beaucoup plus important dans nos existences que la fine couche superficielle de clarté et de conscience claire. Le généalogiste est celui qui va mettre en rapport les deux et qui va expliquer, pour dire les choses très simplement, un peu brutalement, qui va expliquer la sphère de la représentation par la sphère du vouloir, évidemment. La sphère de la conscience, comme dans l'analyse, comme dans la psychanalyse, ou comme chez Marx, la sphère de la conscience par l'immense réservoir inconscient du vouloir qui détermine de part en part les illusions du monde de la représentation.